Bonjour, bienvenue dans ce 43e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Un Fantasy au petit déjeuner sur le départ, bientôt en vacances, mais on va quand même en profiter pour parler d'un livre en anglais. On va essayer de le faire un peu de temps en temps d'ailleurs, de parler des livres directement en VO. Le livre en question s'appelle Madness of Angels de Kate Griffin. C'est un auteur de jeunesse, mais c'est pas son premier livre, mais c'est son premier livre adulte, sorti chez Orbit en avril dernier. Il y avait un petit buzz sur internet, c'est pour ça que votre chroniqueur préféré se l'est procuré. Alors l'histoire de Madness of Angels, ça se passe à Londres, ça se passe aujourd'hui, mais c'est un Londres alternatif, c'est un Londres où la magie existe, mais c'est une magie assez particulière, ce n'est pas une magie de la terre, des feuilles, des arbres, etc. etc. C'est une magie urbaine, à savoir que c'est une magie qui vient des réseaux électriques, c'est une magie qui vient du téléphone, c'est une magie qui vient des conduits d'aération, des conduits de gaz, etc. C'est une magie qui vient aussi des lieux où tant de gens se déplacent, les réseaux de transport, etc. etc. Bref, c'est une magie urbaine. Et c'est une magie que certaines personnes peuvent utiliser. On les appelle les sorciers. Et Matthew Swift, excusez-moi, fait partie d'eux. C'est l'un des meilleurs sorciers. Il peut voyager par l'esprit des pigeons, il communique avec les rats, etc. Il utilise l'électricité comme puissance, etc. Bref, ce personnage, lorsque le roman commence, en fait, il a été assassiné, il y a 2 ans de ça, par une créature démoniaque qu'on va appeler Hunger, donc assoiffé, faim, ce que vous voulez. Et le seul moyen qu'il a eu, alors qu'il a été attaqué, il était au bord de la mort. Notre Matthew a réussi à sauver son essence vitale en se réfugiant dans le réseau de téléphone, puisque dans le réseau de téléphone, en fait, il existe une entité, ou plusieurs entités qu'on appelle les anges bleus électriques. Ces Blue Electric Angels, en fait, c'est les résidus de toute la vie qui passe dans le téléphone, tous les souvenirs, les témoignages d'amour, les tranches de vie qu'on laisse dans le téléphone et qui, depuis le début, se sont accumulés pour former cette entité magique qu'on appelle les Blue Electric Angels. Matthew a toujours une grande facilité à communiquer avec eux. Et c'est eux qui ont finalement réussi à sauver Matthew alors qu'au moment où il allait mourir, il a réussi, je vous dis, à rentrer dans le réseau téléphonique et ainsi à préserver son essence vitale. Et lorsque le roman commence, on est 2 ans plus tard, il se réveille, il est dans une chambre, il n'est plus chez lui, il n'a pas d'amis, il ne sait pas où il est, mais il sait qu'il est pourchassé et il sait que quelqu'un en veut à sa peau. Et il va très vite apprendre qu'en fait, en ces 2 ans d'absence, il ne sait pas qui l'a invoqué, il ne sait pas pourquoi il est là. Lui, il était dans le réseau électrique, il faisait partie des Blue Electric Angels. Et maintenant, le voilà qu'il est de retour. En plus, il n'est pas de retour seul, puisque sous la même tête, il a emmené avec lui ces fameux anges bleus électriques. Donc, on a une sorte de schizophrénie où ils sont plusieurs sous le même toit, ils n'arrêtent pas de dire nous sommes moi et moi sommes nous. Et bien ce personnage de Matthew découvre que son ancien maître, Mr. Baker, en fait est à la tête d'une organisation qu'on appelle la Tour, et ces Tours ressemblent à croire que c'est une organisation criminelle qui chapeaute toute la magie de Londres, qui regroupe autour d'elle tous les pires nécromanciens, magiciens, sorciers, mais qui a aussi des implications, la corruption dans les plus hautes sphères du pouvoir. Bref, c'est vraiment la société pyramidale extrêmement dangereuse, et que certains citoyens concernés, qui font partie d'une organisation un peu particulière, veulent détruire, et ils vont en faire appel à Matthew pour éliminer son ancien maître, parce que tout porte à croire que celui qui a tué tous les amis de Matthew pendant ces 2 ans d'absence, c'est la fameuse créature démoniaque qu'on appelle Hunger, et tout porte à croire que Hunger, en fait, c'est le bras droit maléfique de Monsieur Baker, et donc il est temps de mettre un terme aux agissements de ce Monsieur Baker et aux agissements de la tour même. Le problème, c'est qu'entre Baker et Matthew, il y a plusieurs lieutenants qu'il va falloir éliminer dans une sorte de vengeance pyramidale pour atteindre le sommet. Voilà pour l'intrigue qui a c'est basiquement une histoire de vengeance, mais qui fonctionne à merveille. Pourquoi? Moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas un livre exprès de défaut, on va l'expliquer, mais il y a un truc absolument génial, c'est l'univers urbain, de magique urbaine extraordinaire. Ça fait beaucoup penser à Neil Gaiman, bien sûr, et son Everwhere, avec son Londres alternatif souterrain où vivent encore créatures mythologiques, etc., etc. C'est la même idée, mais je trouve que c'est même poussé dans son extrême, parce qu'on a une utilisation du Londres vraiment moderne, cosmopolite, multiculturel, avec aussi ses communautés, ses habitants. C'est-à-dire, par exemple, il y a les mendiants, il y a le roi mendiant, le fameux Beggar King, qui est là, qui chapeaute, qui surveille, qui protège les chiens, que personne n'arrive vraiment
à retrouver ni à faire prisonnier. Il y a aussi ce qu'on appelle la bag lady, donc ces fameuses vieilles dames que vous voyez parfois avec leur caddie et leur plein de sacs en plastique qui nourrissent les pigeons. Et bien en fait il y a une super vieille dame au sac qui chapeaute un peu tout, qui a une sorte de sagesse un peu folle de la ville. Elle aussi a un rôle très important. Il y a aussi ce qu'on appelait les motards, les bikers, qui sont les messagers dans ce monde-là, qui ont une sorte qui contrôlent la magie de la route, qui utilisent l'espace-temps pour se déplacer dans des endroits improbables, qui ont une magie à base d'essence et de pétrole, etc. Il y a bien sûr des nécromanciens, il y a des garous aussi, mais pas forcément des loups-garous, plutôt des renards-garous, des rats-garous, des choses comme ça. Il y a des mages, des sorciers, tout ce que vous voulez. Bref, c'est une sorte d'énorme, comme ça, mosaïque cosmopolite, extrêmement originale, très bien trouvée. Toute l'utilisation de la magie aussi, on parle de la magie des lieux. Donc par exemple, il y a un moment, le personnage va devoir prendre le dernier métro, ce fameux dernier métro qui passe bien après les derniers, genre à 2-3 heures du matin, alors que le réseau est fermé, les stations sont dans le noir. Et ben là, il y a un métro qui est antédiluvien, qui date d'on ne sait où, qui ouvre ses portes et qui passe par des réseaux, qui passent entre plusieurs lignes de métro à la fois, et qui est hanté par l'esprit des voyageurs qui ont passé tant de temps dans les réseaux de transport en commun. Il y a aussi l'esprit de la Tamise, etc. Il y a des dieux qui protègent certains lieux spécifiques. Bref, tout ça fait un cadre absolument mirifique, extraordinairement intéressant, très plaisant. Et moi, ça a été le gros coup de cœur. Il y a des moments, en tant que vrai citadin, je n'ai pu qu'acquiescer et me réjouir de certains passages et de certaines idées de l'auteur. Autre point, c'est le personnage principal. Il fait beaucoup penser, Matthew, à John Constantine, avec en plus ce pouvoir, cette idée qu'il n'est pas tout seul sous le même toit, et que dans sa caboche, il y a aussi les anges électriques, ces personnages qui viennent du réseau de téléphone, qui ont envie de découvrir le monde, qui ont envie d'expérimenter. En plus, ils ont plein de pouvoirs, donc ils sont toujours là, il faut leur tenir la bride, etc. C'est un personnage aussi assez touchant parce qu'il a plus de foyer, il a plus d'amis, il n'a plus que la vengeance, et c'est assez intéressant de le voir évoluer dans ce monde qu'il découvre au fur et à mesure. Et on a beaucoup de flashbacks comme ça sur son passé. Au début, quand le roman commence, on est assez perdu, puis au fur et à mesure, ça va arriver, mais c'est très bien fait, et c'est un assez beau personnage, il faut bien l'avouer. Et enfin, on a aussi quand même quelques grandes scènes d'action, même si le roman en est un peu avare. Il faut avouer qu'il y a une vraie originalité dans certains duels, notamment on les attend, ces fameux duels, ces fameux combats avec les sous-lieutenants, qui sont chacun différents. Certains vont se faire mano à mano, un à un, mais d'autres vont se faire armée contre armée. Et ça vaut parfois, il y a des scènes vraiment d'anthologie qui valent vraiment le détour. Après, il faut quand même pas être avare, il y a quelques gros défauts dans le livre, notamment, à mon avis, une grosse proportion, à trop de descriptions. À mon avis, le livre fait vraiment 100 pages de trop. On sent que l'auteur est totalement amoureuse de sa ville, elle a bien raison, si vous êtes allé à Londres un jour, vous comprendrez pourquoi. Mais néanmoins, trop de descriptions de lieux, trop de descriptions de rues, trop de descriptions encore et encore des couleurs de la ville, des immondices de la ville, des lieux qui passent, etc., des gens. Bref, on a compris, mais l'auteur se gargarise un petit peu avec ça, comme elle se gargarise aussi beaucoup avec la relation qui unit Matthew avec les anges bleus électriques. On passe énormément de temps avec ce fameux nous sommes moi et moi sommes nous, et on a compris au bout d'un moment comment ça se passe, mais l'auteur vraiment il se gargarise encore une fois beaucoup avec ce truc, et c'est un peu dommage de temps en temps. Ça aurait été bien que l'éditeur fasse son boulot et mettre un peu le haut là sur trop de descriptions et trop de parenthèses dans l'action, ce qui fait qu'entre chaque duel on attend quand même un sacré gros moment, et que pour on va dire allez 50 pages d'action, on a aussi 50 pages où il se passe vraiment pas grand chose. C'est un rythme assez lent, donc ça vaut. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est le cadre qui m'a plu. Certaines scènes valent le détour, mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où on s'ennuie un peu mieux. Dommage, parce que la fin est vraiment pas mal et qu'on a envie de découvrir la suite des aventures. Ça peut vraiment, il y a déjà une suite qui est prévue, donc ça peut vraiment être une suite à succès, mais il faut s'accrocher un peu au début parce qu'il nous manque un peu d'informations, et puis parce que l'auteur fait un peu traîner l'ensemble. Voilà, néanmoins, belle surprise, livre un peu atypique. Évidemment, si vous n'êtes pas bilingue, il est un pipe pour vous, et c'est bien dommage, il est temps de vous mettre à l'anglais. Pour ceux qui sont tombés sous le charme de Neverwhere, ça peut être une très agréable distraction. Néanmoins, ne restez pas trop sur le modèle parce que vous risquez d'être déçus, le livre étant assez différent. Et puis enfin, pour ceux qui sont amoureux de Londres, ou tout simplement de cette ambiance urbaine, de cette magie urbaine, qui veulent avoir un livre qui joue vraiment avec le fantastique urbain d'aujourd'hui, c'est une très bonne idée, c'est très original, et on aimerait voir la même chose sur Paris ou sur des grandes villes françaises. Ça pourrait être vraiment intéressant.
Donc voilà, belle petite surprise, je vous engage à vous le procurer si vous avez l'occasion. Et puis pourquoi pas, peut-être qu'il y aura une traduction un jour, peut-être chez Orbit avec la nouvelle collection chez Hachette de Orbit, pourquoi pas, peut-être qu'on aura le droit à une traduction, même si, à mon avis, ça va y perdre beaucoup. Merci de m'avoir écouté, ben, je vous donne rendez-vous peut-être courant du mois de juillet, mais moi je pars en vacances là dans moins de quelques heures, et j'aurai peut-être pas le temps de faire de vidéos, même au fin fond du Luberon. Donc sinon, on se donne rendez-vous au mois d'août, messieurs, dames, pour plein de nouvelles lectures. Profitez bien du soleil, profitez bien de vos vacances. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Merci, au revoir.